Il y a quelque chose que je trouve particulièrement agaçant dans les mangas et les animés. Personnellement, je mets beaucoup de temps pour croire aux relations, aux interactions de différents personnages au sein d'un groupe qu'on me présente. Typiquement, je vais m'accrocher beaucoup plus rapidement au cast de Dawson de South Park ou même de Steven Universe qu'à celui de Kaguya-sama, de My Hero Academia ou même à celui d'Evangelion. Et ce pour une raison assez simple. Je me fiche pas mal de ce qui peut se passer entre les personnages secondaires du groupe, tant je sais que ça n'aura aucune espèce d'importance, ni dans l'intrigue, ni même dans le développement des personnages. Que ça soit les histoires de cœur de je sais pas quel sous-capitaine de division, ou la crise de Mademoiselle Musique, qui s'est inscrit à une académie de super-héros, car je sais qu'au meilleur des cas, si on a été assez sage, ça fera un espèce d'arc filler sympathique, je vais pas le nier, mais sans aucune conséquence. Même si on a aussi quelques moments masterclass. Mais surtout dans les shonen, on se contente un peu trop souvent à mon goût, pour les moments d'interaction entre les personnages, de longueur, à base d'humour pas drôle, caricatural et juste chiant. Car même dans le cas où les interactions ont du sens et de l'importance, je me fais chier parce que c'est attendu. Mais dans Chainsaw Man, bordel, c'est génial. C'est génial de voir tous ces personnages échanger autour d'une table dans un café, raconter un peu leur vie, déprimer et rigoler ensemble. Que ça soit Power, Himeno, Kobeni, Reze ou même l'ange. Ou pire, même un gars qui a 2 pauvres répliques. Ils sont tous super fun à voir et ils paraissent humains. Ils se sentent vraiment avoir besoin de creuser, de forcer sur leurs blessures passées, leurs traumatismes psychologiques, blablabla. Alors, quel est le secret de Tatsuki Fujimoto? Déjà, les interactions entre les personnages ont un vrai impact dans l'histoire. Et ils initient des péripéties ou des twists souvent comiques, parfois épiques et quelquefois tragiques. Ça, on a déjà commencé à en parler. Mais j'ai en tête, dans les 5 premiers volumes de Chainsaw Man, plein de scènes que j'ai trouvées super cool, qui découlent directement d'interactions a priori banales entre les personnages, ou même des fois il n'y a même pas Denji dans l'équation. Que ça soit la discussion de Kishibe et Himeno devant les tombes, Denji qui se fait vomir dans la bouche, Aki qui se sacrifie pour protéger Denji de Kobeni, ou même bien d'autres. Mais qu'est-ce que ces scènes ont en commun? Bah, elles ont toutes pour elles le fait de s'appuyer sur les défauts et les caractères terriblement humains de ces personnages. Mais genre réellement. Dans beaucoup d'animés, on nous présente des personnages qui sont censés être timides, maladifs, censés être angoissés, ou censés être je sais pas quoi, mais au final, ça joue juste un rôle très minime, et c'est juste bon qu'à faire des scènes d'humour clichés et caricaturales, car ces personnages-là auront toujours un atout à eux super cheaté pour leur permettre de dénouer les péripéties. Et c'est très chiant. Coucou les isekai. Alors que typiquement, une grande scène de Chainsaw Man, quand Aki doit se sacrifier pour sauver Denji, bah pourquoi c'est intéressant? Hormis le fait que c'est intéressant d'un point de vue du développement du personnage de Aki, où on nous montre encore plus son obsession pour sa vengeance, ou même sa peur de perdre encore quelqu'un. Mais cette scène s'est emmêlée parce qu'on a eu un conflit au niveau des interactions des personnages. Himeno était prête à sacrifier Denji par amour pour Aki en quelque sorte. L'autre gars dont j'ai oublié le nom était aussi prêt à sacrifier Denji, mais lui plus par lâcheté. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, sa lâcheté, il va s'en rendre compte lui-même dans une scène suivante, ce qui va amener à sa démission. Et surtout, Kobeni, qui nous était présenté comme une personne trouillarde, angoissée de la vie, mais prête à tout pour les thunes, et bah là ça s'est révélé vraiment vrai. Son obsession pour l'argent est allée jusqu'au bout parce que c'est elle qui allait planter Denji et qui est donc à planter Aki. Et d'ailleurs dans une autre scène beaucoup plus loin, quand on la voit encore en train de carry et avoir un semblant de remords pour ce qu'elle voulait faire à Denji, puis que après Aki lui demande pourquoi elle est encore là, et que là on s'attend tous qu'elle réponde quelque chose comme la loyauté ou qu'elle s'est rendue compte de quelque chose d'incroyable. Elle répond juste c'est parce qu'il y a bientôt les primes. Là l'humour fonctionne, là l'humour marche parce qu'on connaît bien Kobeni et on sait de quoi elle est capable. De toute façon Kobeni est trop incroyable. L'influence South Park est bien réelle car la plupart des intrigues de South Park qui partent débilement trop loin reposent et commencent toutes bien souvent par le racisme de Cartman, puis la naïveté de Butters et l'indécision de Stan. Tout comme la horriblement géniale scène du vomi dans la bouche repose sur l'alcoolisme de Himeno qui a de vraies conséquences dans le développement de Denji, dans son propre personnage, là où particulièrement dans les shonen tous les personnages alcoolos sont juste bons à faire des blagues prévisibles et pas ouf. C'est aussi d'ailleurs le cas de l'alcoolisme de Kishibe, ce qui va amener à une super scène de dialogue entre lui et Himeno et entre lui et Makima sur une thématique centrale des premiers tomes de Chainsaw Man, la différence entre les personnes normales et les personnes folles. Alors, tout ça c'est bien, mais ça n'aurait pas été suffisant, ça aurait été juste bon s'il n'y avait pas une autre qualité derrière. Car oui, des animés avec de la bonne interaction maîtrisée, c'est rare, mais il y en a quand même. Mais des animés avec des bonnes interactions qui se reposent sur des dialogues aussi géniaux, là, il y en a très
très peu qui répondent à l'appel. Et c'est ça pour moi qui fait rentrer Chainsaw Man dans la légende. Car t'as trop envie de voir les personnages interagir, tu te délectes de la moindre petite scène de conversation entre n'importe quel personnage. Quand dans d'autres œuvres, même avec des interactions qui ont du sens et des confrontations super engageantes, bah t'as cette petite impatience, cette petite frustration, lassitude quand les personnages ou le narrateur commencent à l'ouvrir. Ça c'est parce que Fujimoto évite deux écueils qui sont trop fréquentes. Il évite de faire des dialogues trop impersonnels et il évite de faire des dialogues trop explicatifs. Genre à aucun moment Aki ne parle des ténèbres qui envahissent son cœur. Et Himeno ne dit jamais que la force de son amour la pousse à faire je sais pas trop quoi. Ou tu n'as pas un narrateur à 2 balles qui vient t'expliquer ce que font les agents privés à ce moment-là et pourquoi Denji et toute sa clique doivent les affronter. Coucou Demon Slayer. Alors comment il fait ça? Déjà Fujimoto n'hésite pas à ne pas mettre de dialogue quand c'est pas absolument nécessaire. Il ne fait pas reposer son histoire, les piliers de son intrigue dans des dialogues. Et il préfère même rester dans le flou, dans le non-dit, dans le libre à l'interprétation plutôt qu'apporter trop d'informations, ce qui lasserait les lecteurs. La scène où on voit Aki pleurer, bah il dit rien. Même la scène où le démon Ghost donne la cigarette à Aki, on sait pas le pourquoi du comment mais ça fonctionne. Essayez d'imaginer un petit peu ces scènes dans Naruto. Ouais. Ce serait chiant. Et d'ailleurs c'est ce que je reproche à Neo Genesis Evangelion. Pourtant la mise en scène d'Hideaki Anno suffit amplement à nous faire passer plein d'émotions et toute la profondeur des personnages. Mais il y a toujours un narrateur, ou des fois c'est le personnage de Shinji ou d'autres personnages eux-mêmes qui viennent encore nous expliquer, nous forcer avec des métaphores de merde. Au bout d'un moment c'est juste lourd, t'as envie d'avancer quoi. Il y a une deuxième force dans les dialogues de Chainsaw Man qui est complémentaire à la volonté de Less is More, des explications qu'adopte Fujimoto, mais quand les personnages de Chainsaw Man l'ouvrent, c'est rarement pour dire ce qu'ils font, mais plutôt pour exprimer qui ils sont. Et c'est ça qui fait toute la différence. D'ailleurs ça fait le grand succès de personnages comme Power. Chacun de ces dialogues est imprévisible, mais à la fois tellement cohérent. Tu sais pas ce qu'elle va dire la meuf, mais tu sais que ça va être totalement décalé, totalement barjot, inattendu, et donc c'est divertissant. Et ce qui va rendre le truc le plus intéressant, c'est justement quand Power est dans des situations où elle veut un peu plus exprimer ses sentiments. D'un coup elle est beaucoup moins loquace, elle perd beaucoup en vocabulaire. Et ça c'est cohérent. Et c'est un moyen très subtil et très touchant de nous montrer que Power est un petit peu plus en difficulté là. C'est le cas pour Power, mais c'est le cas pour absolument tous les personnages de Chainsaw Man. Ils ont tous un ton, une manière de s'exprimer propre à eux, qui ne se résume pas à quelques running gags ou à rajouter un diminutif à chaque phrase. Mais ce qui est fort aussi, c'est que les personnages quand ils parlent, ils expriment ce qu'ils sont, mais aussi comment ils sont construits. Et c'est ça qui fait le ton de Chainsaw Man. La quasi-totalité des personnages de Chainsaw Man sont construits pour étant des parodies d'archétypes de personnages de shonen, et ils parlent comme tels. Genre les discours sur la détermination de Denji, ça me fume de rire. Il y a même un caractère un petit peu méta dans par exemple le discours que fait un des agents à Aki sur le fait que c'est typiquement un héros de shonen. Et globalement, en mixant les deux éléments qu'on vient de voir, on obtient des dialogues qui sont totalement imprévisibles, mais qui paraissent cohérents. Encore une fois, pas comme les personnages de Neo Genesis Evangelion, qui parlent comme des professeurs de psychologie à chaque fois. Enfin, les mecs ont 16 ans, mais ce qu'ils débitent, c'est incompréhensible. Pareil pour les personnages de Your Line in April d'ailleurs. Les mecs ont 12 ans et demi, mais te crachent du Baudelaire à chaque phrase. Ça manque cruellement d'authenticité. Alors que dans Chainsaw Man, tu sais pas ce que les personnages vont dire, tu sais pas s'ils vont aller plus dans le ton parodique et dire des choses totalement débiles propres à leur personnalité. Aussi au détour de ça, ils vont pas te lâcher quelque chose de banalement touchant. Un dialogue que je trouve par exemple exceptionnel, c'est quand les protagonistes sont dans un café et là il y a un mec qui commence à débiter des conneries sur les goûts luxueux ou pas. Enfin, le mec dit de la merde, puis après tu te rends compte que c'est en réalité Katana Man et qu'il en veut à Denji, et là il fait un petit peu son méchant reveal. Et j'ai trouvé ça juste fou moi, parce que tu sais pas où ça va, mais à la fin tu sais où ça voulait aller, et du coup c'est drôle. Et globalement Katana Man il force toujours avec le méchant, avec un code moral, avec un espèce sens de la justice, alors que ça tient pas du tout. Son grand-père, on sait très bien que c'était une ordure de la pire espèce, et qu'il s'invente un film en fait, il se fait des films le mec. C'est un petit peu comme dans Pokémon, l'univers de gamin désœuvré qui part à l'aventure, l'ambiance cour de récré un peu ghetto qu'il y a, passe énormément par les questumates, les minables, les gamins et toute la diarrhée auditive qu'on peut te balancer à la gueule. Ça participe à la crédibilité de l'univers et à l'authenticité des personnages. Enfin, jusqu'à ce que... ça change complètement. Mais les dialogues de Chainsaw Man sont aussi une belle symphonie. Ils rentrent tous en résonance car ils sont sous la lumière d'un thème commun qui unit à peu près tous les dialogues que disent n'importe quel personnage. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans énormément d'œuvres en réalité. Incarné par un champ lexical spécifique ou des phrases symboliques qui vont être répétées à multiples reprises dans l'œuvre. Dans les plus connus, on a tout le champ lexical de la folie et de l'ordre qui est utilisé dans la plupart des bons comics de Batman, ou dans la plupart des comics de Batman tout court. Le fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » et toutes ses dérivées dans les histoires de Spider-Man,
Que la force soit avec vous dans Star Wars, ou encore à la volonté du feu dans Naruto. Les œuvres moyennes se contentent simplement de spammer leurs phrases symboliques à tout va, mais les grandes œuvres comme Chainsaw Man vont un peu plus loin. On a aussi ces espèces de phrases autour de la folie ou des personnes cinglées qui reviennent. Mais ce qui m'a frappé dans la lecture de Chainsaw Man, c'est que dans tous les dialogues de absolument tous les personnages, c'est qu'il y a le champ lexical du contrat, de l'échange, de l'accord passé, des marchés conclus qui est utilisé pour absolument tout. Que ça soit des discussions banales entre amis, que ça soit dans des scènes de confrontation, de bagarre, et même d'humour. Les personnages n'arrêtent pas de se dire « Bon ok, en échange tu me donnes ça, je te donne ça. Bon ok, marché conclu. Bon ok, à condition de... » Enfin, c'est omniprésent. Les thématiques de Chainsaw Man sont pleinement incarnées dans les dialogues de ces personnages. Et ce niveau de détail qu'il y a dans les dialogues de Chainsaw Man, moi je le retrouve beaucoup plus dans des comics ou à la rigueur dans des bandes dessinées, mais très peu dans des mangas. Je sais pas si vous avez des exemples de mangas avec des dialogues assez bien travaillés. Moi de tête j'ai peut-être SNK qui est pas mal, Hunter x Hunter aussi qui est pas mal, One Punch Man qui est pas dégueu, et sinon j'en ai pas bien plus. Et Den Zero aussi qui est pas mal, non je rigole, je rigole. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je lis Chainsaw Man vraiment en particulier pour cette raison.